Hey, j'aurais dû enlever mes souliers. Non, ça va, ça va. Excuse-moi, là. J'ai un peu sauvage. Hey, mais ça. Eh non. All right, je m'entends-tu bien? OK. Parle-là une petite shot, voir. 1, 2, 1, 2. Good. Qu'est-ce que t'as mangé un matin? J'ai mangé 2 toasts avec des céréales. Classique déjeuner de Patrick. Cornflakes, beurre de peanut, fromage à la crème. All right. Pas de Fromage à la yogourt, pas de fruits. crème. Ça, c'est pas fort, hein? Oui, moi, j'aime ça, le fromage à la crème. Avec du beurre de peanut? Ouais. Mais c'est plus ça, une mon, toast au beurre de peanut, une toast au fromage à la crème. Ah ouais? Ouais. OK. Fascinant, hein? Ben, Ça, quand c'est même. hors norme. Oui. On est dans le Hey, je suis sujet. contente de starter avec ça. Hey, je me demande si je devrais pas enlever ça. J'ai peur Enlève d'avoir ça. chaud. Let's go. J'ai peur d'avoir chaud. Tu m'avais tout bien placé ça, là. Es-tu pas Pas pire? pire, ça? Ouais, je pense que All right. ouais. Parfait. OK, good. Fait que, OK, fromage de pinot. Fromage de pinot. Fromage de peanut, ça, j'ai pas essayé ça encore. Ça, c'est une autre affaire. Mais ça, c'est à la liste. OK. Hey, je trouve ça drôle parce que Rémi Couture, Oui. ben j'ai demandé aussi Ouais. de venir me parler sur le podcast. Puis tu sais, ça fait quand même 3-4 mois à peu près que je t'ai fait de l'invitation. à peu Tu sais, près, ça fait oui. un petit bout. Puis Rémi aussi. Puis les deux, toi, tu viens aujourd'hui, puis Rémi, il vient dans 2 jours. Ah, ouais? Dans la même semaine. Ben, écoute je, donc. je trouve ça très dadon. C'est vrai. C'est vrai. Parce que, pour les gens qui ne savent pas, Oui. le tournage de La Reine Rouge a été fait chez moi, dans mon appartement. Oui. Fait que tu as été 2 semaines chez nous, c'est comme ça qu'on s'est Oui. rencontrés. Exactement. Fait Ça que fait déjà t'arrivais- quelques années. Ouais, hey, quand même, hein? C'était. Rémi rappelle-moi- faisait nos effets spéciaux à l'époque. Ouais. C'est ça. Rappelle-moi, c'était en quelle année? Ben, écoute, je pense que c'est en 2011. OK, quelque chose c'est de ça que même. j'avais en tête. OK. À peu près, ben là, oui. grosso modo. Puis Rémi faisait... Est-ce qu'il était dans... Il était-tu pris dans son scandale à ce moment-là? Je pense que oui, hein, il avait eu lieu. Il était en cours, là. Je pense que son histoire était en train de se développer, là. C'était pas réglé, Ouais. en tout cas. Je il demanderai était, dans 2 jours. Voilà. Ouais, fait que t'arrivais chez nous à 6 heures du matin. Bon, pas tout le temps, hein. Des fois, oui, des fois, non. Parce que tous les jours, ça aurait été terrible. Mais oui, il y a des matins qu'on était de bonne heure, effectivement. Ouais. Fait que Patrick Sénécal. Hey, j'ai même pas dit t'étais qui. Allô, Patrick Sénécal? Salut, Alex, ça va bien? Oui, toi. Oui, très bien, merci. Je pense pas que t'as besoin d'une plus grande intro que ça. Patrick Sénécal, on sait c'est tout. encore drôle, c'est encore drôle, encore OK. drôle. Écrivain. Oui, Avec un petit pas pire dark side, mettons, c'est de ça que j'aimerais Oui. qu'on se rende là, mettons. Tu sais, comment que ton dark side, il se manifeste, mettons, chez toi. J'aimerais ça qu'on parle de toi spécifiquement, parce que, tu sais, pas tes livres, on les connaît. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent pas tes livres, mais tu sais, tu fais beaucoup d'entrevues par rapport à tes livres et tout ça, mais j'ai le goût d'aller comme diguer un petit peu, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené, mettons, Ouais. à faire ça, puis tout ça, puis Ouais. qu'on commence par le petit Pat. oui, petite patte. En parlant de ça, tu sais, Matt, qui avait fait le dessin de 51-50 de mon enfant, Oui, euh, quand que je dis, tu sais, quand je parle de toi, je dis, hey, tu sais, Pat, il va venir, tu sais. Puis là, il est comme, voir que tu l'appelles Pat. Tu sais, Ah comme ouais. dans sa tête, c'est comme, tu sais, Ouais. c'est Sénécal. tu sais. ouais. Mais c'est ça. Puis là, je pense qu'il était jaloux un peu parce que lui, il t'aime bien gros. Fait qu'il a commencé à t'appeler Patou. Patou. Fait qu'il est Écoute, allé une coche au-dessus de moi. C'est drôle parce que j'ai un de mes amis, Marc-André Audet, pour pas le nommer, qui est un éditeur, qui m'appelle Patou depuis des années. Hey, mon Patou! Parce qu'il trouve ça drôle justement de m'appeler Patou avec le genre de livre que je fais. Oui, quand Puis ça même. m'a justement trouvé ça drôle que je l'ai mis dans mon mail, ce mot-là, Patou. En tout cas, bagarre. Et de 2, ça en fait 2 qui m'appellent Patou. Ouais, Même ma blonde exactement. m'appelle pas Patou. Non, c'est ça. Non. Hey, puis là, j'ai pas le choix de te mentionner qu'il a fait il y avait un exposé oral à faire, Matt, à son école. Puis il a choisi 51-50 rue des Ormes OK. parce que c'est son livre préféré. Avec le dessin qu'il a fait. Ouais, exact. Ouais, le beau dessin en plus. Puis il fallait qu'il choisisse un personnage dans le livre et qu'il fasse comment qu'il a appelé ça? Comme un exercice psychologique du personnage. OK. Puis, mettons, quel personnage tu penses qu'il a choisi dans ce Michel? Non? Ben, Je te laisse 3. ben là, il n'y en a pas 12, hein, le père? Non. Ben voyons donc. Il est allé vers quelque chose que je m'attends pas pantoute, genre Maude? Oui, Ah oui, Ouais. ça c'est intéressant. c'est son personnage préféré. Ben, c'est intéressant parce que c'est un personnage plus
low profile, Ouais, tu sais, mais exact. qui est sans doute le personnage le plus tragique de tout ce roman-là, Ouais. parce qu'elle, toutes ses illusions ont été complètement écartées, on y a menti, on a profité d'elle. C'est sans doute le personnage le plus triste, le plus tragique du roman, mais Mm. plus low profile, moins spectaculaire Ouais. que les autres. Que je trouve ça intéressant qu'un kid se soit intéressé à ce point-là, ce personnage-là. Ouais, Ouais. ouais, Fait que je tenais à te ouais, le dire très parce que je cool. trouvais ça beau Tout à qu'elle fait, ait choisi, tout à c'est fait. ça, de un, ton livre, puis de deux, un personnage si Ouais, ouais, underground un ouais, peu, mais ouais. fait que ouais, c'est Maud qui l'a beaucoup Mais c'est vrai intéressé. que psychologiquement parlant, là, elle a du stock, là. Il y a du stock à dire sur elle, tout à Ouais, fait. ouais. Fait que là, le petit Pat, Petit Pat, t'as oui. grandi à Drummondville? Oui, à Drummondville, je suis né en 1967. Je suis né, je suis pas né sur la rue où j'ai grandi, mais à 2 ans, on déménageait sur la rue des Ormes, justement, à Hmm. Drummondville. Moi, j'étais au bout de la rue. En fait, toute la maison 51-50 rue des Ormes, mes parents, quand j'ai publié le roman, puis mes amis de Drummondville, ils savaient exactement c'était où. Ils ont dit, ben, c'est la maison au bout de la rue, qui est effectivement au bout de ma rue. Il y a une rivière, comme dans le roman, là. Il y a une rivière puis du bois autour. Mm. Et il y a une maison qui est là au bout, qui est un peu isolée, qui avait, à l'époque, il n'y avait personne devant cette maison-là. Mais là, ils ont construit depuis ce temps-là, mais il n'y avait personne devant. C'est vraiment comme le roman, c'est très drôle. Ben, c'était voulu, évidemment, mais la ville, c'est pas Drummondville. J'avais appelé ça, c'est Mont-Charles dans le roman. OK. Je sais pas pourquoi, j'avais comme une pudeur à l'époque de nommer ma ville et tout ça. Pudeur que j'ai perdue rapidement, parce qu'après ça, je parle de Drummondville dans à peu près Ouais, tous mes c'est romans. ça. Même dans 50 et 50, à la fin, on dit que le personnage principal, Yannick, vient de Drummondville. Mm. Mais je sais pas pourquoi, je ne sais pas que l'histoire se passe là. Je sais pas pourquoi, c'est un peu curieux. Mais j'ai récupéré le nom des Ormes, la rue. Alors moi, je suis né sur cette rue-là en 1967, donc comme je le disais. Puis je suis resté là jusqu'à temps que je m'en aille à Montréal, c'est-à-dire pour l'université, donc en 2000, 2000, wow, mon petit Patrick, wow, peut-être 87, 86 à peu près. OK. Ouais, mon enfance est à Drummondville. OK. Comment que t'étais un enfant à l'école, avec les amis, mettons? J'étais tannant. J'étais un enfant très tannant, mais pas méchant. Pour moi, OK. c'est différent parce qu'il y a des kids à l'école qui sont, oui, qui sont turbulents, et tout ça, mais qui sont méchants en plus. Tu sais, ils Mhm. sont méchants avec leurs professeurs puis ils font des mauvais coups. Moi, j'étais juste clownesque. Moi, OK. je parlais tout le temps. Je faisais des blagues. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler à faire des blagues. Au secondaire, il y a un prof ou deux que j'étais un peu plus méchant parce que je trouvais qu'eux autres, ils me cherchaient puis qu'il n'y avait pas un. Je trouvais qu'ils étaient trop élevés avec moi. Puis eux autres, j'étais un petit peu méchant. Mais jamais au point que. Les profs, ça me le disaient. Ils me disaient, Patrick, c'est pas que t'es méchant, c'est que tais-toi, arrête de parler. Comme je vous dis, à l'exception d'un ou deux là, que j'ai été un peu plus mine. OK. Puis au secondaire, j'ai failli me faire mettre dehors de mon école secondaire. La seule raison pourquoi j'ai pas été mis dehors, c'était une école privée. La seule raison pour laquelle ils m'ont pas mis dehors, c'est que j'avais des bonnes notes. Sinon, OK. ma manie, ils m'ont fait venir, puis ils ont dit, là, t'es à ça, Patrick. Il faut que le comportement change. Je sais pas jusqu'à quel point il a changé en secondaire 5, peut-être un peu, mais le prof avec qui j'étais méchant s'est arrangé pour pas me voir de l'année ou presque. Il me mettait dehors à coup de 2 semaines. Et j'allais faire des travaux tout seul 2 semaines à la bibliothèque. Fait que je pense que c'était une espèce de compromis auquel ils sont arrivés. Mais c'est ça, j'étais turbulent, très imaginatif. Au primaire, je me rappelle que dans la cour d'école, pendant les récréations, je recréais, je faisais déjà mon créateur, parce que, mettons, j'avais vu un film, je me rappelle qu'une fois, La planète des singes, j'avais joué à la télévision, l'original, là, Ouais. le vieux La planète des singes, là, que ça m'avait bien impressionné. Puis aux récréations, pendant une semaine à peu près, on refaisait La planète des singes. On rejouait La planète des singes, mais c'est moi qui contrôlais tout. Là. OK, OK. là, on fait telle scène, ta. Puis on les faisait. Il n'y avait aucun intérêt de faire ça, là. C'était juste comme si je dirigeais un film. Mais on faisait des Ouais. scènes, La planète des singes. Puis à un moment donné, c'était des émissions de télévision que j'aimais, qu'on jouait, tout ça. Fait que j'étais déjà très créatif, très dans mon monde. Je reproduisais beaucoup, beaucoup d'histoires. Alors qu'il n'y a rien dans mon entourage qui me. Tu sais, quand je pense à ça, mais dans ma famille, je veux dire, mon père, ma mère, ils sont pas là-dedans, pas en tout, ma soeur non plus. J'ai aucun écrivain ou artiste dans ma famille. J'espère que je dis pas de folie, là, puis qu'il y en a pas un qui m'écoute en ce moment qui C'est fait ça. Hey, Hey, je suis hey, là. tu m'as oublié, c'est ça? Mais non, je suis assez sûr de mon coup. OK. En fait, j'avais un ami, André Adam, qui était créatif lui aussi. Tous les deux, on s'enfermait dans son garage, qui était une espèce de place avec des tables et tout ça, là. Et on écrivait, on faisait des histoires, on faisait des bandes dessinées, moi puis lui, beaucoup, beaucoup. On inventait des jeux de société. On était très créatifs tous les deux. Puis moi, finalement, je suis allé là-dedans. Lui, je crois pas. J'ai eu des nouvelles de lui
il y a une année ou deux, sur Facebook, il a fait un petit coucou, tu te rappelles-tu de moi? Je dis oui, oui, oui. Mais je pense qu'il n'est pas là-dedans. Je me demande s'il n'est pas dans l'informatique parce que déjà, avant que les ordinateurs deviennent populaires, c'est quelque chose qui l'intéressait, tout ce qui est programmation. C'est un gars qui était très intelligent. Et je pense qu'il a fini dans d'autres choses que la création, mais j'ai su qu'il aimait beaucoup les jeux de société comme moi. Fait que j'imagine qu'on a encore des liens sans le savoir, des centres d'intérêt. Mais c'est lui qui m'a... Tous les deux, on s'alimentait dans la création beaucoup plus que ma famille qui en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas particulièrement. Là. OK. Puis là, tu me parlais d'école privée. Fait que ta famille, c'était-tu parce que c'était très important pour eux, l'éducation, puis tout ça? Oui, ou... c'est leur décision contre laquelle je me suis pas objecté parce que pour moi, j'avais pas encore l'espèce de... Aujourd'hui, je suis un peu plus... Par définition, je suis contre les écoles privées, mais j'ai envoyé les miens au privé. Parce que j'étais à Montréal, puis je regardais les écoles publiques, puis mon fils, qui était quand même un gars qui était à risque de virer dans toutes sortes de directions pas le fun, on se disait... C'est dangereux de l'envoyer au public à Montréal, parce que les écoles publiques de Montréal, c'est quoi, dans les quartiers qu'on est, puis ça, c'était pas évident. Fait que j'ai un peu pilé sur mes principes, puis on les a envoyés au privé. Ce dont je ne suis pas fier, mais la manière que le système est fait aujourd'hui, je me disais, c'est trop risqué. En tout cas, j'ai peut-être eu tort, mais tant pis, j'assume mes choix. Mais quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire, mes parents m'ont dit, on voudrait t'envoyer au privé. J'ai dit oui, parce que j'ai des amis qui allaient, fait que pas de problème. Ma soeur est allée 1 an, puis elle a changé d'école, donc si j'avais voulu changer, j'aurais pu. Mais j'étais bien là, c'était correct parce que tous mes chums étaient là. Puis c'est une école dirigée par des frères, le collège Saint-Bernard. Donc il y avait des frères qui enseignaient. Là, je pense qu'il n'y en a plus. Je pense qu'il n'y a plus de frères qui sont là. Je pense que tout aspect religieux est sorti d'école. Mais bon, c'est l'époque où il y avait la religion prenait encore de la place dans les cours. Fait qu'on avait des cours de catéchèse. Les frères qui nous enseignaient, mettons, tel cours de sciences ou d'anglais, des fois, il y avait un petit peu... les textes choisissés étaient un peu religieux, tout ça. Mais aujourd'hui, ça me scandaliserait, mais à l'époque, on s'en foutait complètement. J'ai pas senti qu'on m'endoctrinait non plus. Ouais, c'était pas si pire que ça. Mais c'est ça, c'était dirigé par... puis j'ai eu bien du fun dans cette école-là, franchement. Je vois pas comment j'aurais pu avoir plus de fun au public que ça. Parce que j'étais tannant, ça, j'étais vraiment, vraiment turbulent, puis je me faisais bien du fun. Est-ce que tu faisais ta petite prière à côté de ton pupitre? Non, ça, on faisait pas ça. Tu vois, pour te dire que c'était pas si pire, j'ai pas souvenir qu'on faisait de prière le matin. Je pense qu'ils faisaient attention à ça parce qu'il y avait quand même... La plupart des profs étaient laïcs, là. C'était pas des religieux. Puis je pense qu'il y a beaucoup de profs, justement, qui disaient, moi, il n'y a pas question que je fasse de prière au début de mon cours. Fait que c'était pas si tant pire, je me rappelle pas. Mais tu sais, les sorties parascolaires, par exemple, c'était souvent... on est allé à... Voyons, ça fait très bien loin ici, les frères, je me rappelle plus. En tout cas, c'est une place qui font du fromage ou je sais pas trop quoi, là, les frères, l'abbaye, je me rappelle plus. Bon, mais on allait à des sorties de même. On avait des journées pastorales, tu sais. Fait que là, c'était un petit peu plus dirigé, religieux, certaines journées pédagogiques. Mais sinon, honnêtement, j'ai pas senti... Le petit gars en moi, c'est pas sans endoctriner. La preuve... Parce que si vous voulez me rendre religieux, ils ont manqué leur coup en tabarnouche. Non, exactement, c'est ça. C'est bon. Puis là, t'as quel âge? J'ai 55. OK. Hey, tu sais, j'ai 43. Puis moi, c'était ça. Il fallait faire notre petite prière à côté de notre bureau. T'allais dans une école privée religieuse? Des filles, c'était des sœurs qui nous enseignaient. Non, il y en avait des plus que... Puis tu vois, t'es plus jeune que moi en plus. Oui, puis, c'est ça. Non, c'est pour ça que je te dis que je pense qu'avec le recul, avec ce que j'entends, t'es pas la première qui me raconte... qui raconte une histoire de même. J'ai l'impression qu'on était quand même pas si pire que ça. Je pense que c'était pour une école religieuse, je pense qu'elle s'efforçait d'être quand même le plus laïque possible. Oui. Je me rappelle, je faisais des cours de piano le midi, puis c'était des coups de baguette, ses doigts. Ah oui, hein? Tu sais, puis j'ai 43 ans. Ouais, quand même. Dire, non, moi, j'ai jamais eu de coup de... C'est pas vrai. En 2e année, primaire, on avait une prof, Madame Roy. Écoute, s'en rappelle, elle doit être morte, elle avait déjà 65 ans, je pense, à l'époque. Okay. Mais tu sais, quand tu as 7 ans, tout le monde de 40 ans devient vieux. Oui, mais elle avait pas 40 ans, ça se peut pas. Moi, je pense qu'elle était déjà pas mal âgée. Okay. Puis elle nous sacrait des claques en arrière de la tête. Tac! Tu sais, imagine-tu aujourd'hui, c'est impossible, là, je veux dire. Puis on avait peur d'elle, fait qu'on dit rien à nos parents, là. Puis je suis même pas sûr que nos parents réagissent, parce qu'à l'époque, j'ai 55 ans, là, oublie pas, là, donc je te parle d'il y a
il y a 45 ans. Il y a 45 ans, on était en 1977. En 1977, bon, ça nous avait battu à coups de strap puis à coups de ceinture. Là, je pense que ça n'aurait pas passé. Non. Mais une petite claque, là, tu sais, pas une taloche là, à me défoncer. Mais tu sais, une petite claque, là, juste insultant. Là. Ouais. Tu sais, juste, hey, concentre-toi. Claque raide, là. Hey. Ouais. Une petite claque qui te fait sursauter, là. Je pense que même si les parents l'avaient su, puis ils l'ont peut-être su d'ailleurs, je ne me rappelle plus, c'était, concentre-toi, Patrick, fais attention. Peut-être, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je l'ai parlé avec mes parents l'autre fois, ils ont dit, hey, aujourd'hui, Patrick, on ne peut pas croire que ça a passé une affaire de même. C'est inimaginable, là. Mais oui, on avait juste un peu peur d'elle, puis quand elle passait derrière de nous autres, on se raidissait toutes, parce qu'on se disait toutes, on va en manger une. Puis mon père, lui, il m'a conté que c'était bien pire que ça. Mon père, il y a des profs qui leur sacraient, mais des vrais claques, là. Puis des étudiants qui... Un étudiant, mon père, il dit que je pense que c'est son frère en plus, qui a dévissé à un moment donné la patte de son bureau, parce qu'elle se dévissait la patte de son bureau, puis il l'a sacré en la tête du prof. C'était rock'n'roll en tabarnouche. C'était vraiment... Parce que je sais pas comment expliquer ça. Il y avait pas de... C'était le Far West, l'école, dans ce temps-là. Là, c'était... Il y avait peut-être moins de sélection, puis on faisait peut-être moins redoubler. Puis là, les bombes restaient là. Je sais pas comment expliquer ça, mais mon père me compte plein d'anecdotes que je fais... Tabarnouche, c'était vraiment le Far West. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, même si on pense que c'est bien élevé l'école, oui, ça peut être élevé dans certains quartiers, certaines villes, mais en général, on voit plus ça, là, des étudiants qui battent leur prof à coups de... Mais je pense qu'il y avait, il y avait plein d'âges différents aussi, parce que il me semble que mon père qui m'avait dit qu'il était dans une classe que c'était vraiment... là. T'as raison, ben oui, parce que c'était... Quand ça venait de petits villages, il n'y avait pas assez de jeunes, puis je me demande s'il n'y a pas encore des... Je me demande s'il n'y a pas encore des villages qui sont de même, mais je peux pas croire, là. Mais quand il n'y a pas assez de monde dans une classe, ils les mettaient ensemble, c'est ça. Puis non, c'est plus de même parce que, tu vois, j'arrive du Salon du Livre, la Côte-Nord, puis j'avais une rencontre Zoom avec les étudiants de secondaire 4 d'une école beaucoup plus loin, encore beaucoup plus dans le Nord que c'est, tu sais, je pense que c'est Blanc-Samblon, je sais pas quoi, mais ça, c'est loin, là. Moi, j'avais là de ma vie, là, c'est loin, loin, loin. Et il y avait une étudiante. Dans toute la secondaire 4 de cette école-là, il y avait une étudiante. OK. C'est fou, hein? Ça veut dire qu'elle n'a pas d'amis, là, cette fille-là. Là. Ben, elle a peut-être l'étudiante de secondaire 5 puis l'étudiante de secondaire 3. Quand même. Mais moi, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Je veux dire, son bal, ça va être quoi? Puis, tu sais, l'école, c'est socialiser avec des gens de ton âge, C'est bien pété. Je suis pas sûr. C'est bien beau les petits villages, mais petits à ce point-là, là, tu dois te sentir déconnecté du monde en tabarnouche. Là. Ouais. Fait que une petite fille de secondaire 4, petite fille, excusez-moi, elle n'est pas si petite que ça. Là. C'est moi qui est vieux. Là. On comprend. Mais une seule étudiante de secondaire 4, j'ai dit, waouh, ça c'est loin, ça c'est isolé en tabarnouche. Oui. Ouais. Puis la relation avec tes parents était comment? T'étais-tu proche de tes parents? Oui, ça allait très bien. Même si j'étais bien tannant à l'école, j'étais pas du tout drop-out. J'étais pas du tout... Mes parents m'ont dit que j'étais, puis quand je m'en rappelle, je pense qu'ils ont raison, que j'étais un enfant facile. OK. Oui, à partir du secondaire 4, ça a été long avant que je prenne un coup. Moi, j'ai pas pris d'alcool avant le secondaire 4, ce qui est quand même assez tard. Là, quand j'ai commencé ça, je prenais un coup solide, là. Mais un coup solide comme ben des ados de mon âge, là. Je veux dire, rien d'inquiétant. Les fins de semaine, le soir, je me soulageais avec mes chums, je rentrais à la maison, puis je dormais, puis le lendemain, je faisais ma journée. Rien de... Je prenais pas de dope. Okay. Pas du tout. J'ai pris mon premier joint à 27 ans. Okay. Ça te donne une idée comment... Puis, j'avais des bonnes notes à l'école. Des fois, plus je vieillissais, plus que c'était incertain. Mais bon, tu sais, j'ai jamais échoué, j'ai jamais coulé. Je me maintenais toujours. Puis, j'écrivais. Okay. Puis, le fait que j'écrive, ben, ça faisait... Souvent, j'étais à la maison en train d'écrire. Là. Fait que ça, c'est rassurant pour pour mes parents. Même qu'à un moment donné, il était tanné que je reste tous les soirs à la maison. C'est un de mes chums en secondaire 4, justement, Pascal Sauvageau. On le salue s'il m'écoute. Que je vois encore à l'occasion. Qui est venu me chercher à un moment donné en secondaire 4 un soir. Il s'en train d'écrire. Puis il y avait une discothèque qui s'appelait le Stardust à Drummondville. Puis il vient me chercher. Puis il dit à ma mère, il est où Patrick? Là? Ben, il est dans sa chambre, il est en train d'écrire. Et ben, tu m'en viens le chercher pour qu'il vienne à la discothèque 14-8. Ben, elle dit oui, sors-le, Colin. Le monde dit qu'il y a d'autres choses. Même ma mère était un peu découragée. Okay. Moi, j'étais en pyjama en train d'écrire à ma machine à écrire. J'ai bien dit machine à écrire. Et il me sort, il dit habille-toi, Sénécal. Là. Il dit habille-toi, Galeux. C'était mon surnom à l'époque. C'est un beau surnom, hein? Sénécal, Sénégal, Galeux.
Et que les jeunes, on n'a pas de... boy! On peut être OK. cruel. Pas parce que j'avais l'air d'un galeux, là. Ah non. C'est bon, c'est juste... C'est un surnom qui est, mettons, pas très élégant. Mais moi, je l'entendais tout le temps, fait que ça m'achalait plus. Il dit, viens-t'en, il dit, on s'en va... Lui, on l'appelait Sauce. Aucun rapport non plus. Pascal Sauvageau, Sauce, on pense que... Et il dit, attends, je t'amène au Stardust. Là. Je dis, ah, quoi? Puis il m'amène au Stardust. Puis là, j'ai découvert qu'on pouvait avoir du fun des fins de semaine le soir, autrement qu'à la maison en train d'écrire. Puis 2 semaines après, j'ai découvert qu'on pouvait prendre un coup. Bref, j'ai commencé à sortir. OK. Quoique le Stardust, je pense que c'était même en secondaire 3. Mais bref, c'est ça. Je me suis ouvert à ça. Fait que j'étais pas un enfant difficile. Puis les petites beuveries que je faisais, mes parents, ils savaient, là, ils étaient assez ouverts et intelligents. Et pour savoir que, ben oui, à 16-17 ans, à un moment donné, quand je découvre l'alcool, il était surtout bien content que je touche pas à dope. Ma soeur était un peu plus compliquée que moi, puis même là, ma soeur n'a jamais été dans une gang, n'a jamais été... Mais comparé à moi, elle était un petit peu plus rebelle. Moi, je pense que je mettais ça tout dans mes histoires, puis dans la musique que j'écoutais. Moi, j'étais un gros métalleux. OK. Ouais, c'est ça. Mais j'étais pas un enfant difficile pour mes parents. Honnêtement, j'aurais pas fait passer beaucoup de nuits blanches, là. Puis tu te sentais-tu à l'aise de leur parler de n'importe quoi, mettons? L'ouverture était-tu... Oui, mais en même temps, comment dire, je suis une génération qui... c'est encore de même, j'essaie de comprendre avec mes enfants. Je pense qu'on le jamais tout à nos parents, puis c'est correct, là. Il y a des choses qu'on dit pas. Mais j'aurais rien caché de grave non plus, tu sais. Fait que oui, je suis assez ouvert, mais tu sais, ma sexualité est arrivée tard, là. Moi, j'ai pas... ma première blonde sérieuse, je l'ai eue... c'est au Cégep 1. OK. C'est arrivé tard, là. Secondaire 5, j'ai eu une petite aventure à un moment donné, mais rien de sérieux. Fait que c'est arrivé assez tard, donc je leur parlais pas de grand-chose là-dessus. Puis quand... Rendu au cégep, quand tu commences à avoir une vie sexuelle active, ben, t'en parles pas tant à tes parents non plus. Non, c'est ça, à cet âge-là, ouais. Pas moi, parce que j'avais pas vraiment... Peut-être que les filles en parlaient peut-être plus à leur mère parce que à cette époque-là, c'était peut-être plus macho, c'était peut-être plus... les gars étaient plus... tu sais, c'était moins égalitaire que maintenant, là. Faut pas se faire d'accord, là. Je viens quand même d'un monde où quand une fille avait beaucoup de charme, elle était considérée comme plus guidonne qu'un gars. Fait que peut-être que les filles avaient plus de pression à ce moment-là. Cela dit, j'en parle à mes enfants qui ont 22 et 24 ans, puis ils me disent que c'est pas réglé complètement, cette histoire-là. Que, encore une fois, des filles qui ont couché avec beaucoup de gars, ils vont se faire un peu plus juger que des gars. J'ai dit, oui, j'étais encore en 2023, puis ma fille a dit, oui, elle dit, pas comme ce que tu me parles, pas aussi pire, mais c'est pas si simple. On va plus faire du gna-gna-gna, du marmonnage dans le dos des filles de même que des gars. Si un gars le fait beaucoup, ça sera pas... Lui aussi, il va se faire dire, gars, le gars qui a pas de stabilité. Mais la fille, ça va être un peu plus... On va être plus sévère. C'est plus hard. On va être plus sévère avec les filles encore. Fait que ça, j'ai fait, je dis, OK, je pensais que c'était complètement réglé, mais non, il n'y a rien de complètement réglé finalement. Fait que non, j'avais pas... Je me rappelle d'avoir parlé de masturbation avec mon père à un moment donné. Quand j'ai commencé la masturbation, on parle de... on est vraiment dans l'intimité. Correct. Je n'ai parlé à mon père, là, de ça. Là. Puis j'ai senti qu'il était content que j'en parle. Okay. Il était comme agréablement surpris. On n'a pas parlé beaucoup, on n'a pas parlé longtemps, parce que c'est pas un gars qui est super à l'aise avec ses émotions, comme tout homme de son âge, mais il fait des gros efforts, puis on se dit quand même des choses aujourd'hui vraiment intéressantes, là. Mais quand même, j'ai ouvert la porte là-dessus, puis il m'a écouté, s'il n'a pas fait « Qu'est-ce que tu fais là? Fais pas ça! C'est terrible! » Bon, quand même, là, je suis pas né en 1940 non plus, mais c'est ça. Mais non, on se parlait, on était bien, j'allais en vacances avec eux autres, j'ai jamais eu de conflit avec mes parents, je me rappelle pas d'avoir crié. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Je suis parti de la maison à... j'avais 17 ans, 16 ans, 17 ans, cégep 1 en tout cas. Moi et ma mère, à un moment donné, on s'est mis à avoir des conflits parce qu'on avait 2 caractères très, très, très forts. Fait qu'on s'ostinait et on se choquait tout le temps, tous les deux. Mais rien de... Pas au point de se nier l'un l'autre, mais on s'engueulait tout le temps pour rien. Là, parce que je vieillissais, puis bon. Fait qu'à un moment donné, je me rappelle, pendant un souper, on s'est engueulé. Je dis, ça suffit. Je suis parti chez ma blonde. J'avais ma blonde. Là, je m'étais fait une blonde qui était en appartement au centre-ville de Drummondville. Et là, je pars chez ma blonde pour aller vivre. Je m'en vais vivre chez Chantal. Et là, je me rappelle que sur le coup, le seul bagage que j'ai amené, c'est ma machine à écrire. Okay. C'est quand même cute. Oui. Je pars avec ma machine à écrire. Puis là, je suis dans la rue. Pendant que je marche dans la rue, je m'en vais à pied, évidemment, parce qu'attendre un autobus à Drummondville, ça m'aurait pris 3 heures. Dans le temps, en tout cas. À pied, c'était une demi-heure. Fait que je marche, puis là, je pleure dans la rue avec ma machine à écrire dans les mains.
Là, j'arrive chez Chantal, j'y compte ça. Elle dit, ben oui, viens vivre ici, puis tout ça. Puis 2 jours après, moi, ma mère, on se parlait, puis on se réconciliait, puis on s'est dit, hey, gars, je pense que c'est mieux de même. Je pense que dans le fond, ce que ça montre, c'est qu'il est temps que. Il est temps que j'aille faire. Alors que ma soeur, elle, ma mère, ça a tout été plus fluide. Toujours plus. Ben, aujourd'hui, ma mère, il n'y a plus zéro conflit. Mais même, comme je dis, après ce déménagement-là, tout est redevenu correct. C'était vraiment juste qu'on. Je pouvais plus avoir l'autorité de mes parents là, sur mon dos à mon âge. J'avais de la misère j'ai toujours un petit peu de misère avec l'autorité, là. Fait que peut-être que là, c'était un signe de ça. Ouais. Ton premier joint à 27 ans, c'était comment? J'ai rien senti. Je sens presque rien encore quand je fume un joint. Moi, je pense que je respire mal. Je suis quelqu'un qui respire mal le pot parce que je suis pas un fumeur. OK. Ben, je fume le cigare, mais le cigare, tu respires pas ça pour vrai. Fait que quand je fume un joint, je m'étouffe. Si je m'étouffe pas, c'est parce que je l'ai mal fumé. Puis si je le fume bien, ben je m'étouffe. Puis là, ben c'est désagréable que le diable de s'étouffer. Fait que là, j'arrête. Fait que je bosse. Des fois, j'ai un petit buzz, mais tellement petit que... Un de mes chums, René, il arrête pas de me dire je sais pas en quoi t'es fait, il n'y a rien qui pogne sur toi, il n'y a rien qui. J'ai pris quelques drogues dans ma vie, pas grand-chose. Je suis pas allé dans le rock'n'roll, j'ai jamais pris d'héroïne, pas d'affaires de même. Là. Puis oui, des fois j'ai senti quoi, mais des fois j'ai rien senti alors que le monde buzzait autour de moi. Puis mon chum me fait voyons, crime, en quoi t'es fait? Puis c'est comme l'alcool, ça me prend beaucoup d'alcool pour. Moi, là, être chaud, là, je veux dire, vous me verrez pas chaud souvent. Vous allez me voir chaud d'ail, vous allez me voir garlot, vous allez me voir... Mais chaud, là, au point de... Pas à 55 ans, c'est un peu triste là, d'être chaud comme ça, fait que c'est moins intéressant. Mais même quand j'étais jeune, perdre la carte, là, je me rappelle une fois que j'ai perdu la carte. Je l'ai perdu solide, par exemple. Puis d'autres fois que j'étais chaud, oui. Je veux dire, ça arrive encore que je parle un peu en lettre attachée, là, après un gros party, mais... Vous ne m'aurez pas vu pas parce que je suis en contrôle, parce que j'ai une bonne capacité de consommer toutes sortes de choses avant que ça fasse effet. Ça aurait pu être une malédiction, parce qu'à cause de ça, j'aurais pu tomber dans l'excès et tout ça. Mais non, ça fait que j'ai toujours pu garder le contrôle, fait que j'ai pas trop... Il n'y a pas grand-chose que j'ai honte dans ma vie à cause des effets secondaires de l'alcool. Une couple, là, comme tout le monde, là, mais rien de grave, parce qu'en général, j'ai toujours été conscient de... ce que je faisais. Je suis juste plus énervé, plus verbomoteur, plus supolé. Quand je suis chaud, ben là, maintenant, à 55 ans, ça arrive plus souvent parce que je me rends plus là, sauf à l'occasion. Mais à un moment donné, quand moi, je suis un gars qui aime m'ostiner, qui aime les discussions musclées, là, l'argumentation, quand j'avais un verre dans le nez, ça pouvait devenir désagréable. À un moment donné. Ça pouvait être bon Sénégal, là, t'es pas parlable, là, tu fais un monologue, puis tu te fâches parce qu'on n'est pas d'accord. Fait que là, je fais attention à ça. En fait, l'alcool augmente ce que tu es déjà. L'alcool, à mon avis, en tout cas, tu peux jamais mettre ça sur le dos de l'alcool, ce que tu fais, parce qu'elle ne fait qu'amplifier ton caractère de base. Fait que moi, quelqu'un qui dit on a agressé une fille parce que j'étais chaud, pour moi, ça tient pas la route. Si tu as agressé une fille parce que tu étais chaud, ça veut dire que tu avais ça dans toi déjà. Il y a quelque chose en toi qui... Moi, j'ai beau avoir été chaud souvent, là, pas sous, mais chaud, là, oui, là. Jamais j'aurais eu le goût, jamais, ça m'aurait donné envie d'agresser une fille. Je suis convaincu de ça. Je pense que tu peux pas être ce que tu n'es pas quand tu es chaud. L'alcool peut pas te rendre différent, peut aggraver, peut amplifier, mais peut pas te transformer. L'alcool, c'est pas le diable qui rentre en toi puis qui tout à coup te donne une nouvelle personnalité. Là. En tout cas, moi, j'ai de la misère à croire à ça. Il faudrait en parler avec des spécialistes, là. Mais c'est pour ça que quelqu'un qui a le goût de se battre, quelqu'un qui est un peu agressif, quand il est sous, il a le goût de se battre avec tout le monde. Quelqu'un qui est un peu triste dans la vie, quand il boit, il a le vin triste. Moi, comme je suis quelqu'un d'énervé dans la vie, qui est party, qui aime déconner, quand je bois, je déconne 10 fois plus, je parle 10 fois plus, je suis 10 fois plus énervé. Ce qui peut être fatigant pour certaines personnes qui peuvent dire Sénégal, comme toi, t'es un peu énervé. Mais je deviens pas plus agressif, mais plus revendicateur dans mes discussions. Mais j'ai jamais eu le goût de me battre parce que j'étais chaud, parce que fondamentalement, j'étais un gars qui se bat pas. J'étais un gars qui est pas agressif physiquement. C'est ma théorie sur l'alcool, elle vaut ce qu'elle vaut. Appelez-nous à tel numéro, les spécialistes, pour nous dire ce que vous en pensez. Mais voilà. Tes jeux de société, là, c'est quand même arrivé parce que là, aujourd'hui, je sais que tu triples là-dessus. Oui. Mais de voir à quel point que c'est arrivé jeune dans ta vie, puis tu sais que tu t'installais, puis tu faisais des petits jeux, tu t'inventais des jeux de société. Il y a eu deux steps aux jeux de société. Quand on était sur Reine-Rouge, j'étais-tu déjà là-dedans pas mal? Oui, hein? Je t'entendais pas d'en parler autant que là. C'était peut-être moins pire que... Ouais, c'est ça. Je pense
En fait, ça a commencé un petit bout, mais là, c'est de la maladie mentale. Là. Je te jure, là, c'est pas loin. Là. Quand j'étais jeune, quand j'étais donc au primaire, secondaire, je jouais à des jeux de société, mais les Parker Brothers, tu sais, là, les jeux là, Monopoly, Carrière, ouais. le Château de la Fortune, Jour de paye, tous des jeux aujourd'hui que je trouve tellement plates. Mais t'étais jeune. Oui, mais même pour les jeunes, maintenant, il y a des jeux tellement plus fun que ceux-là. Mais bon, bref, j'ai commencé par ça, puis j'aimais ça, puis je jouais de ça. Même au cégep, on jouait, des fois, je manquais des cours pour jouer soit aux cartes, aux 500, avec mes chums, ou même des fois, j'amenais Monopoly ou quelqu'un amenait un jeu, bon, puis on jouait. Puis là, à un moment donné, j'ai moins joué. Je suis arrivé à l'université, j'ai moins joué, parce que, bon, ces jeux-là, je commençais à trouver que c'était des jeux plates. Justement, quand tu dis Monopoly, tout ça, ça devient un peu plate. Puis il y avait mon chum Marc, qui est encore qui est encore mon grand chum, puis que lui a toujours joué à des jeux comme ça, mais lui jouait à des wargames, des jeux de guerre, qui ça m'intéressait moins. Puis à un moment donné, je voyais qu'il jouait de loin avec d'autres chums, mais c'était parallèle à notre amitié. Là. C'était comme avec d'autres amis qui jouaient à ça. Puis à un moment donné, quand j'ai eu des enfants, puis qu'il s'est mis à venir à la maison plus avec sa blonde, tout ça de l'époque, il a amené un jeu, puis il dit, gars, m'a te faire découvrir d'autres jeux, Sénécal. Tu te rappelles au cégep, on Monopoly, il existe d'autres jeux. Puis là, tranquillement, il m'a fait jouer à des jeux. Puis le jeu que j'ai compris à un moment donné, j'ai fait, oh boy, ok, on est ailleurs, là. C'est un autre. C'est les Colons de Catane. Puis ça, c'est un jeu qui dit des choses à bien des gens qui sont pas des gamers, mais c'est souvent un bon jeu d'entrée dans le monde des jeux de société de niveau, mettons, plus stratégique, là. C'est-à-dire les jeux où tu ne brasses pas des dés et tu n'avances pas un pion bêtement. C'est surtout ça, là, les jeux Parker Brothers. Et là, j'ai découvert ça, puis donc ça doit faire une vingtaine d'années, certains. Et là, tranquillement, j'ai découvert ces jeux-là. C'était assez lent, mais tranquillement. Puis là, quand mes enfants sont à 8-9 ans, j'ai commencé à leur faire jouer à des jeux comme ça aussi, tranquillement. Puis mes enfants, ils jouent aujourd'hui, là. Pas autant que moi, là. Mais on se fait des soirées de jeu, des fois, là, 3 et 3, là. 3 et 4 avec le charme de ma fille, qui lui aussi aime ça beaucoup. Puis là, tranquillement, ça a pris de la place. Et là, c'est devenu maladif parce que ça a pris une coche de plus. Bon, quand Marc il a vu qu'il aimait ça, on s'est bien acheté des jeux tous les deux. Là, il m'a présenté de ses chums qui aimaient ça. Là, j'ai fait découvrir ça à certains de mes chums, dont mon chum René. Martin est un gars qui résiste un peu à ça. Mais on l'a fait jouer une coupe de game, puis il n'a pas haï ça. Et là, à un moment donné, sur le tournage de 51-50 rue des Hommes, qui est à peu près en même temps que La Reine Rouge, mais un petit peu avant, je rencontre Normand D'Amour, l'acteur, qui est un maniaque de jeux de société, mais je ne savais pas à ce moment-là. Puis à un moment donné, entre deux scènes, il dit, bon, je m'en vais dans ma roulotte, là, dans ma loge, je m'en vais déballer un jeu, que j'ai reçu un nouveau jeu, là, m'aller déballer ça, je reviens tantôt. Il lance ça dans l'univers de même. Moi, j'étais à côté de lui au moment qu'il dit ça, je fais, quoi? Je dis, t'aimes les jeux, toi? Il dit, ben voyons donc. Il dit, ben oui, moi, je suis un maniaque, toi. Ben, je dis, oui, je commence depuis une couple d'années, j'aime pas mal ça. Il dit, suis-moi, toi. Fait qu'on s'en va dans sa loge, on regarde le jeu, on se met à triper tous les deux, on regarde les règlements, les pièces, deux vrais, comment on dit ça, là, pas des nerds, là, des geeks, deux vrais geeks, exactement, de jeux de société. Et là, il me dit, hey, en passant à Sénécal, la fin de semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je sais pas trop, je fais ma fin de semaine de jeu à mon chalet, je fais ça une fois par année. J'invite une dizaine de chums, on passe la fin de semaine à mon chalet, puis on joue à des jeux pendant 2-3 jours. T'as attendu de venir? Fait que là, je dis, ben oui, là, j'étais un peu gêné, je connaissais pas personne, j'étais un gars social, ça l'a dit, mais j'étais allé juste une journée la première fois. Et là, depuis ce temps-là, j'y vais à chaque année. Là. Puis là, cette année, j'ai pas pu, là, pour X raisons. J'étais bien malheureux, mais je pouvais pas. Et là, tu rencontres d'autres mondes dans ce groupe-là. Bref, j'ai comme maintenant 5-6 groupes de jeux. Là, et parfois, ces groupes-là se fusionnent. Des fois, ils se défusionnent. Et là, je joue au moins 2 fois par semaine à des jeux avec des amis. Là. Mais au moins, là. Là, tu vois, là, je passe l'été dans un chalet, mais je reviens à Montréal de temps en temps. Et quand je reviens à Montréal, comme là après là, je sais qu'on n'est pas en direct, là, mais peu importe, là, je retourne à Montréal après avoir fini notre conversation. Là, j'ai des jeux de civilisation avec mes chums à soir. Puis c'est très possible que jeudi soir, j'aille chez un chum jouer à des jeux aussi. Ma blonde, elle joue à des jeux, mais des jeux légers. Des jeux... ma blonde, elle, il faut pas que la game dure plus qu'1 heure, alors que moi, je peux jouer à des jeux de 3 heures de temps. Puis il faut que l'explication dure 10 minutes. OK. Puis il y a des explications que ça dure 3 quarts d'heure, là, puis j'exagère pas. Là. Il y a des jeux que c'est même 1 heure d'explication. Là. Ça, ma blonde, elle tirait une balle dans la tête avant de... Elle, après 10 minutes, elle part dans l'une. Pas parce qu'elle est nonne, là, parce que ça l'emmerde, ça l'ennuie. Et là, je vais pas tomber dans le sexisme, mais c'est typique de bien des filles.
par rapport aux jeux de société. Moins que les jeunes. Moi, je remarque que dans les 30 ans et moins, il y a de plus en plus de filles qui jouent à des jeux de société. Oui. Mais des filles de mon âge, il y en a très peu. Très peu. Puis quand il y en a, ils veulent pas se casser la tête. Mhm. Mais ça, c'est en train de changer. Je sais pas comment expliquer ça d'ailleurs. Pourquoi que ça a touché plus les gars à une certaine génération Je que sais pas, les moi non filles. plus. Ben, j'ai un semblant de théorie, en fait. C'est que ça vient de notre éducation, justement. Puis c'est générationnel, je pense. On a toujours appris aux filles à être raisonnables, s'occuper des choses, faire des choses sérieuses. Alors qu'un gars qui s'amuse, qui déconne, qui prend du temps pour niaiser, ça a toujours été, en société, en tout cas à notre génération, plus accepté. Ouais. Alors qu'une femme, voyons, ça n'a pas de temps à perdre, il faut que ça s'occupe de la famille, il faut que ça s'occupe de ci, il faut que ça gère la maison, il faut que ça... Et inconsciemment, je pense que jouer à un jeu de société, c'est accepter de faire quelque chose de complètement insignifiant, Mhm. qui n'a aucune utilité dans le monde et même pour nous-mêmes, sinon que d'avoir du fun. Ouais. Et je pense qu'il y a des femmes de mon âge qui s'autorisent moins ça que des hommes de mon âge, à cause de l'éducation qu'on a eue et tout ça. Et ça, c'est en train de changer, je pense, justement. Mhm. Théorie, ça. Encore une fois, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez, mais c'est ça. Mais j'en ai parlé à une couple de personnes qui ont trouvé que c'était pas bête comme raison. Parce que maintenant, comme je te dis, ça change là, de plus en plus. Mhm. Ben, tu sais, déjà, mettons juste le poker ou des choses comme ça, tu sais, que tu voyais une table de gars avec le ça. cigare, avec tu C'est sais, ça. le petit whisky, là, tu sais. Exact. Mais c'était juste des gars tout le Ouais. temps là-dedans que tu voyais. Exact, le tu sais, fait poker, c'est vrai. Alors que les cartes, les jeux de cartes traditionnels, ça, il y avait beaucoup plus de femmes qui jouaient. Mais tu sais, un jeu de cartes traditionnel, le soir, tu invites des couples à souper à la maison. Après souper, on joue une petite game de cartes. Ouais, Ça, tu c'est sais, correct. c'est Mais ça. des filles qui vont partir toute une soirée de temps pour jouer à Ouais. des jeux de société avec des chums, Mm. ça, de mon âge, pas beaucoup, Ok. là. Alors que des gars, comme quand elle est à la taverne, en fait. Mhm. Tu sais, c'est un peu le même principe. Ouais. Ouais. T'aimes-tu Zombicide? Puis Massive Darkness? T'as-tu joué aux deux? J'ai joué à Zombicide, j'ai joué 2 games, j'ai pas trippé. Ok. Donc toi, tu joues à ça? Ben, j'aime plus Massive Darkness Ça, j'ai pas que joué. Zombicide. Mais, Zombicide, si ouais. tu veux un bon jeu de zombie, là, Ouais. c'est, voyons, Winter, comment ça s'appelle donc? Colin. J'ai toujours ce jeu-là dans la tête, là, je m'en rappelle pas. Dead of Winter. C'est un co-op. Ah oui, oui, c'est ça. Je me suis Donc, on mêlée. joue ensemble, Ouais, on oui, joue oui, contre eux, puis il y a des zombies qui viennent nous. Mais il peut y avoir des traîtres parmi nous. Ouais. Fait que, il est Oui, très j'ai bien joué. fait parce que c'est très immersif. T'as l'impression vraiment d'être dans un monde post-apocalyptique, puis tu deviens paranoïaque par rapport aux autres joueurs. Et si ça existait, les zombies, c'est ce qui arriverait, on deviendrait parano entre nous. On pourrait être aussi notre pire ennemi, tu sais. Mhm. Et le jeu rend bien compte de ça. Oui. Fait que ça, c'est un... T'as joué, t'as dit? Ouais, j'ai joué. C'est le fun, non? Mon ex, il l'a, oui, oui, Ah, oui. ça. Donc, tu joues à des jeux de société, toi? Ouais. Ah Ouais, ah! j'aime beaucoup ça. Moi, Ah! mon introduction, je pense, ça a été avec Risk. Ah ouais, ça c'est un Parker Brothers, tu vois? Puis, ouais, c'est ça. C'est pas mal. Ben, tu sais, c'est sûr, je joue au Monopoly puis tout ça. Ah oui, mais on a tout fait ça. Risk, tu sais, j'étais un petit peu plus âgée, comme début vingtaine. C'était je comme le pense. plus compliqué des Parker Brothers. Alors Ouais. qu'aujourd'hui, risque, tu bases des dés, si t'as pas de 6, t'as perdu le combat. C'est vraiment c'est pas très, très excitant. Mais à l'époque, Risk, c'était un jeu un peu plus stratégique. Mais oui, tout à fait. Moi, j'aime ça. J'aime ça quand ça dure longtemps, quand c'est Tu des vois? heures, quand on est assis, on joue, on jase, tu sais, dans C'est ce ça. temps-là, je fumais une cigarette, tu sais, je buvais mon petit verre. Ah Ça, non, j'aime moi, ça. Ça, je tout à trippe. fait. C'est que t'as pas le choix de... Quand tu joues à un jeu de société, tu ne peux pas faire autrement que de pas penser à aucun de tes... T'as plus de préoccupations, tu penses plus à tes problèmes, tu penses plus à demain, j'ai un deadline de ci, faut que je fasse ça, faut que je... les enfants à l'école, ça va pas très bien. Peu Ouais. importe, là, Ah non, le t'es en temps que tu joues, là, stratégie, là. tu décroches. Moi, c'est ce qui me fait Ouais. le plus décrocher de tout ce que je fais dans la vie, c'est jouer à des jeux de société. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. En ce moment, c'est un gros... ce qui me rend sans doute une des choses, bon, à part mes enfants, ma blonde, on s'entend là, mais côté activité, là, où je me sens le plus heureux dans la vie, c'est quand je dors chez nous, sur mon patio en arrière, avec des chums, avec mon cigare, mon verre d'alcool, puis un jeu devant moi. Ça, là, on est proche de la perfection en tabarnouche. Ton Dark Side, on va y aller un petit peu. Oui, parce que c'est pas très dark, jouer à des jeux de société, hein? C'est plutôt mignon. C'est plutôt inattendu. Hein? J'ai le goût de savoir comment ça fonctionne, ce Dark Side-là, dans le sens que est-ce qu'il se manifeste n'importe quand, mettons, dans ton cerveau, ou c'est comme une switch que tu turn on, puis que là, tu es installé, puis tu fais « OK, go ».
Tu sais, Non, qu'est-ce que... ben, je pense qu'elle est toujours à on, mais elle est... il y a un dimmer dessus. OK. Je pense que... Parce que souvent, j'ai des idées. C'est sûr qu'avec le genre de roman que j'écris, je suis quelqu'un qui est pas... Je suis quelqu'un qui est assez cynique. Je suis quelqu'un qui est assez pessimiste sur la nature humaine. Je suis pas quelqu'un qui... Je regarde ce qui se passe dans le monde en ce moment, puis franchement, je vois pas beaucoup de raisons de se réjouir. Je vois pas beaucoup de Mhm. raisons d'être optimiste sur le futur, honnêtement. Puis c'est pas ça pour faire de la pause, là, parce que c'est donc cool d'avoir de l'air pessimiste et tout ça. Parce que je suis quelqu'un qui aime la vie. J'aime la vie, j'aime vivre, j'aime avoir du fun, j'aime mes amis, j'aime mes enfants, j'aime ma femme, bon, tout ça. Mais je pense que collectivement, on s'en va vers un mur. Puis je pense que l'être humain est tellement capable du pire, tu sais, il Mhm. manque pas grand-chose pour qu'on tombe dans le pire. Et ça m'a toujours fasciné. Fait que je suis capable rapidement d'imaginer le pire dans n'importe quelle situation. Mais ce qui vient tempérer ça, je pense, c'est mon humour. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, qui aime beaucoup... Mon sens d'humour est souvent noir, je suis souvent Mhm. cynique, je fais souvent des jokes que le monde dit « Ah, Sénécal, mon Dieu que t'es dark. » Mais même mon humour peut Ouais. être dark, ou absurde, ou déconné aussi, là. Et je pense que c'est une façon pour moi de... Et d'ailleurs, la plupart des gens que je connais qui font des romans d'horreur ou des romans noirs, ou des trucs, c'est des gens qui aiment beaucoup rigoler dans la vie. Les romanciers de romans d'horreur ou de romans dark sont beaucoup moins tourmentés, en tout cas en apparence, dans la vraie vie, que les romanciers et les romancières de mainstream, qui eux sont toujours... non, pas tous, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui sont... Mhm. Nous autres, on met ça tellement dans nos romans qu'après ça, on a le goût de relaxer et d'avoir du fun un peu. Ouais, ouais, Tu OK. sais. Mais le regard est toujours là quand même. Pour en revenir à ta question, c'est sûr que moi, je peux voir une scène, quelque chose, puis automatiquement, je vais imaginer le pire de ce qui peut se passer. Mm. Mais souvent, on va le tourner en blague. Fait que c'est peut-être là mon système de défense. Tu sais. Je vais faire de l'humour avec. Je fais de l'humour avec mon côté dark. Je suis capable de le rendre très dark dans mes romans ou tout ça, ou de le rendre humoristique dans le quotidien. J'ai l'impression. Et pourquoi j'ai ce côté-là? Est-ce que je me suis mis à voir le côté sombre de tout à cause que j'écrivais ça? Ou c'est l'inverse? Je me suis mis à écrire ça parce que j'avais déjà cette prédisposition-là. Mhm. Et ça, je ne sais pas. L'œuf ou la poule, finalement. Parce que j'écris de l'horreur, depuis que j'ai 11-12 ans, j'écris des histoires d'horreur. Mais quand j'écrivais ça au début, ce qui m'intéressait, c'était pas le dark side des gens. C'était les monstres, c'était les bébites, les fantômes, le diable. Il n'y avait pas de psychologie. Mais en vieillissant, je me suis rendu compte que ce genre-là me permettait d'explorer notre côté dark aussi, plus psychologique, plus bon. Mais est-ce que je me suis mis à m'intéresser à ça parce que j'écrivais déjà de l'horreur ou je me suis mis à écrire ça parce que j'avais déjà ça en moi sans le savoir encore? Je le sais pas. Moi, je pense que tu peux pas écrire sur quelque chose qui est pas en toi au départ. Je pense Mhm. que l'horreur a juste révélé quelque chose qui était déjà en moi, qui se serait développé de toute façon, mais que si j'avais pas écrit, serait peut-être devenu plus embêtant. Tu sais, ma blonde, elle me dit souvent, faut que tu écrives, arrête pas d'écrire, parce que la noirceur qui est dans tes romans est dans toi au départ. Fait que faut que tu sortes. Puis là, j'ai dit, ouais, puis elle est psychologue, ma blonde, hein, fait qu'elle trouve ça Mhm. bien intéressant de m'analyser là-dessus. Mais j'ai dit, quoi, tu penses que je serais un psychopathe si j'écrivais pas? Ben, elle dit, mais non, elle dit, c'est pas ça. Elle dit, t'as pas T'as pas le t'as profil pas le de, profil là, d'un ouais. psychopathe, là. T'as pas le cerveau de ça. Puis bon. Mais elle dit, tu serais sans doute quelqu'un de plus sombre, de plus déprimé, de plus déprimant, de OK. plus renfermé. Elle dit, dans la vie, tu es un extraverti, puis tu aimes déconner, tu aimes avoir du fun, sans doute parce que justement, l'essentiel de ta noirceur, tu t'en débarrasses dans tes romans. Puis je trouve que make sense. Je trouve que ça a bien de l'allure. Stephen King, en entrevue, c'est un rigolo, là. Mhm. C'est un gars qui aime rigoler. Puis je pense que c'est ça. On met le pire de nous dans nos romans, puis on garde le meilleur pour le reste. Mais ça n'empêche pas, comme tu disais, la Switch est toujours ouverte quand même. Ça se commande pas, ça. Si ça se commandait, ça deviendrait une forme de pause, justement. Ça deviendrait une forme de... Oups, Patrick doit être maintenant le dark. J'ai mon personnage de dark. Je le mets à on. Mais j'ai pas un personnage de dark. Je veux pas être un personnage, en fait. C'est pour ça qu'en ce moment, tu sais, si j'y tenais à mon personnage de dark, depuis le début de cette entrevue-là, que j'aurais pas fait de blague ou j'aurais été très sombre et j'aurais pas eu l'air d'un petit enfant de 10 ans en parlant de jeux de société, comme je disais tantôt. J'y tiens pas Ouais. mon personnage de Dark. Mais oui, il intervient des fois. Oui.
dans des idées que j'ai que je vois. Mais je les dis pas tout le temps, parce que si je disais tout ce que je pense aux gens autour de moi, des fois, ils disaient « Coudonc, ça va bien mal dans ta tête, tu sais. » Et pourtant, non. Je vais te donner un exemple, OK? Parce que je trouve que j'ai des pensées vraiment noires des fois. Peut-être que je vais avoir l'air folle. Mais ça, c'est depuis que je suis tout petite. Mais moi, dans mon cas, c'est unwanted. Genre, j'y veux pas. C'est quand je vais là, mettons, avec mon cerveau, je ne veux pas aller là. Puis mon cerveau, il va pareil. Ah, mais ça, oui. Fait que je me demandais si, exemple, OK? Mais je ne sais tellement pas pourquoi ça me fait ça, mais ça me gosse à un plus haut point, un vœu. OK? Mettons, il y a quelqu'un qui va me dire « Hey, il est 11h11, fais un vœu. » Automatiquement, mon cerveau, il pense tout de suite à la pire affaire que je pourrais souhaiter. Puis là, je suis comme, voyons, hostie. Puis là, tu sais, il faut que je le détwiste. Puis là, ça me gosse parce que je suis une bonne personne dans la vie, puis je veux pas penser ça. Ouais. Mais il y a quand même une pensée intrusive qui s'en vient, unwanted, comme je t'ai dit. Puis là, j'ai défait. Puis, fait que pour moi, la pire affaire que quelqu'un, fais un vœu, je suis comme, non, Chris, genre, je veux pas faire tu devrais peut-être en rire, parce que c'est plus drôle que d'autres choses, je pense. Parce que moi, je suis un peu de même aussi, là. Moi, je veux pas ces pensées-là que j'ai, là. Mes romans, là, je me force pas pour... Ben oui, je me force à penser à des idées de romans, mais c'est toujours bien pas de ma faute, ces idées-là que j'ai. Je veux dire, moi, si j'avais une idée d'un roman d'amour demain matin, je l'écrirais, là. Mm-hmm. Mais esti, c'est pas ça que j'ai comme idée. C'est des affaires sombres, puis il faut croire que c'est parce que ça m'habite, puis c'est plus fort que moi. Peut-être que j'aurais plus de pensées comme toi si j'écrivais pas, justement. Mm. Tu sais? Mais les avoir, moi, je pense que c'est pas... Je pense pas que c'est grave, parce que je pense qu'on a tous un côté... qui a un côté sombre dans lequel il faut qu'on se défoule. Moi, je me défoule dans mes livres. Toi ces pensées-là sont peut-être très défoulantes pour toi. Peut-être que quand tu as cette pensée-là, là, t'aimes pas ça, mais l'effet que ça te fait, c'est peut-être que ça vient de t'enlever une pression sur d'autres choses. Moi, je pense que les pensées qu'on a sont pas là pour rien. Là. Ils ont leur rôle à jouer. Là, puis tu passes pas à l'acte comme si t'étais pas une fille de toute façon dans la vraie vie. C'est pas des voix qui disent tu l'es tous. C'est pas ça. Là. Mais puis, je me rappelle au jour de l'an 2000, on était dehors à Montréal, puis là, c'était partout. Il y avait des parties, des feux d'artifice. Là, on était dans un bar 2000. Puis là, il y avait quelqu'un qui filmait un de nos chums. Puis là, tout le monde vient après l'autre dire « Bonne année 2000! Souhaite le bonheur, le chant, ta. » Tout le monde après l'autre. Puis ma blonde était enceinte en plus à ce moment-là. Tout le monde vient. Et là, moi, arrive mon tour. J'ai fait mon Patrick Sénécal, mais pas parce que... pas parce que pas parce que je jouais un rôle, parce que j'ai dit ce que je pensais avec ironie, mais j'ai pensé, oui, 2000 ans de guerre, de souffrance, d'injustice humaine, on s'enligne pour un autre 2000 ans qui vont aller aussi bien. Et là, mes chums me regardaient, ils étaient de même. Asti que t'es plate. Genre, je suis pour rire, là. Mais j'ai pensé à ça, pour vrai. Ouais. Je regarde le monde qui se réjouit, je fais... on est fiers de nous après 2000 ans, là. On a raison d'être fiers. Et malgré ça, j'aime la vie, je suis pas dépressif. C'est ça qui est curieux. Parce que je dois être assez égoïste pour me dire, je suis capable d'être heureux malgré tout là-dedans. Parce que je suis un privilégié, et ça, je suis très conscient. Je suis un privilégié. Pas juste parce que je suis blanc, hétérosexuel et homme. Tout ça fait de moi privilégié aussi. Je suis très... Moi, jamais j'irai dire que c'est pas vrai, ça. Je suis très conscient de ce privilège-là. Très, très, très conscient de ça. En plus, j'étais venu dans une famille, tout ça. Je veux dire, la loterie de la vie, là, j'ai été chanceux. Là. Ouais. J'ai été très, très, très chanceux. Puis, je suis conscient de ça. Fait qu'imagine quelqu'un qui a des idées noires comme moi, puis qui n'a pas eu cette loterie-là, ça doit être pas mal plus tough, qui n'a pas gagné cette loterie. Ça doit être pas mal plus tough. Puis moi, en plus, je peux me défouler dans mes romans. Fait que c'est peut-être cette chance-là que j'ai d'avoir cette conscience sombre-là de l'humanité, mais de dire, hey, t'es quand même un mot de chanceux, t'en souffres pas vraiment de ce côté-là, puis je peux même gagner ma vie avec ça. Fait qu'il y a quelque chose de paradoxal, mais en même temps conséquent avec ça, je pense. Mais tu sais, si je me plaignais, ça serait un peu ingrat de ma part, parce que de quoi je pourrais me plaindre? T'sais, dans ma vie là, personnelle, là, moi, là. Fait que quand je dis que ça va mal dans le monde, je parle pas de moi. Moi, ça va très bien. Là. Je parle de l'être humain en général, que je trouve qu'il y a beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais moi, Colin, je peux pas me plaindre. Là. Je peux pas avoir meilleur, pas mal. Ça serait difficile de demander mieux de ce que j'ai dans la vie en ce moment. Honnêtement, ça serait bien ingrat de ma part. Ouais.
T'es-tu quelqu'un de sensible? Ah, Oui, mais pas outre mesure. Faut être honnête, là. Oui, je suis sensible quand c'est le temps. OK, C'est-à-dire que j'aime pas la sensiblerie. OK. J'aime pas l'étalage de la sensibilité. Je trouve que c'est une fausse sensibilité. Tu sais, les gens sur Facebook là, qui étalent leur côté sensible, là, ça me tape ses nerfs. Le monde qui font de Facebook, ils font une thérapie, là, puis que ça m'énerve. Faut pas, ma blonde a dit, généralise pas, Patrick. Il y en a que c'est vraiment des appels à l'aide. Mais il y en a que c'est un... Il y en a que c'est un trip, là, parce que y a ces personnes-là, tu les rencontres dans la vraie vie après ça, puis ils ont jamais ils ont pas la sensibilité qu'ils ont dans leurs médias sociaux. Mettons que si on fait les 5 qualités de Patrick Sénécal, si quelqu'un m'est sensible là-dedans, je vais être un peu surpris. OK. C'est pas ma plus grande qualité. Je suis pas insensible. Non. Mais la sensibilité, c'est pas non plus ma plus grande marque de commerce. Mais je suis un Elle est gars à pas l'écoute. Je suis un gars que mes amis viennent se confier en moi, puis ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en moi, Mhm. puis que je les jugerai pas. Pas trop, en tout cas. Ça, j'ai fait beaucoup de progrès là-dessus. Ma blonde m'a tellement aidé là-dessus. Là. Mm. La sensibilité que j'ai maintenant, c'est beaucoup grâce à ma blonde. OK. Ma blonde a fait du gros travail sur... Elle m'a rendu vraiment un meilleur être humain que j'étais il y a 27 ans. Il y a 27 ans, j'étais pas mal égocentrique, pas mal... ouais. J'étais un privilégié qui avait tout. Fait que c'était dur pour moi de reconnaître qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient souffrir, tu sais. OK. C'est ça. Dans Résonance, là, ça se peut-tu que t'aies laissé sortir un petit peu de ce côté qui te gosse-là dans le personnage? La sensibilité? Non, tout ce que tu me parlais tantôt de tout mettre sur un même pied ou de, Ah, tu ben sais, oui. comme qu'est-ce que... Oui, oui, On oui. dirait que je t'ai reconnu en arrière de ce personnage-là, puis en train de... Comme si il y avait quand même un côté de toi qui se faisait passer derrière ça, comme si il y avait des choses qui te gossaient, Oui, puis oui. qui te Il y a travaillaient quelque dans chose de la très société personnel. d'aujourd'hui. Oui, oui. Quelque chose de très personnel dans Résonance qui imagine si le monde se mettait sur tes coups à ne plus mettre de barrière à leur pulsion, jusqu'où ça irait. Ça peut aller dans le positif, mais ça peut aller dans le négatif. Puis, il y en a justement que c'est... Parce que tu peux être extrême aussi dans la sensibilité, tu peux être extrême dans l'agression, mais tu peux être extrême aussi dans le jugement porté aux gens. Fait que là, j'imagine une société où les woke Mhm. deviennent... Ils mettent plus de fil, puis ils mettent justement tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité. Mais j'imagine aussi des vieux quinquagénaires blancs, mononcles cons, qui ont plus non plus de... eux autres non plus ont plus de limites et qui peuvent devenir des vieux mononcles cons dangereux. Parce que, oui, on peut reprocher à certains woke de mettre tous les vieux dans le même bateau, de mettre tous les vieux, puis qu'eux autres, justement, ils font une agression, c'est une agression, peu importe laquelle. Mais on peut reprocher aussi à des vieux épais, d'être très agressifs Mhm. sur le regard qu'ils ont sur ces woke-là, sur Ouais. ces jeunes-là, et souvent, quand c'est des vieux mononcles épais, sur les femmes. Et cette agressivité-là qu'il y a en eux, si elle se laissait aller, ça serait pas drôle, là. Mhm. Fait que je voulais montrer un peu les deux. Ça serait facile pour moi de faire un roman qui ne rit que des woke. C'est trop facile. Un gars de 50 ans qui fait un roman qui rit des woke, c'est pas très subtil, puis ça n'a pas l'air très ouvert de ma part. Moi, ce que je veux montrer, c'est que je trouve que dans notre société, il y a des extrêmes dans tous les cas. Oui, il y a des woke qui sont too much, mais il y a des vieux qui sont too much. Puis en ce moment, ça communique pas beaucoup, ces deux extrêmes-là. Là. Fait que... faudrait que ça se rejoigne puis que ça se parle. Puis en plus, quand on se rencontre en vrai, moi et ma fille, par exemple, ma fille qui est très woke, là, tu sais. Puis moi, j'essaye de la comprendre, puis je comprends plein de choses. J'espère que je suis woke un peu. Je pense que pour un gars de mon âge, je suis pas pire, mais il y a des choses que je trouve... Non, ça, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a des choses qui... Je trouve qu'il y a du délire, là, dans certains cas en ce moment. Mais il y a du délire aussi dans la réaction de mes chums, des fois, de certains de mes chums, que je capte, barnouche, les gars, vous entendez-vous parler? Ouais. On parle exactement comme on reprochait à nos parents de parler quand on avait 20 ans. Tu sais, de dire, les jeunes aujourd'hui, commence pas une phrase par ça. C'est insensé. Là. Non, Tu c'est ça. peux pas faire ça. Sinon, tu tombes dans le piège dans lequel tes propres parents sont tombés. Tu sais? Fait que j'essaye de, moi, trouver un milieu là-dedans, puis de dire, il y a du bon dans les deux, tu sais, puis du mauvais dans les deux. Mais si moi et ma fille, on s'était juste parlé par Facebook, je suis sûr qu'on ne se serait jamais compris. Quand on se parle en vrai, il y a moyen de trouver un terrain d'entente. Et en ce moment, c'est sur Facebook que le monde s'ostine là-dessus et ça crée des...
Ouais. Ça crée des... C'est terrible, là. C'est le Far West, ça aussi, là. Moi, avant, je l'allais m'ostiner sur Facebook avec du monde là-dessus. Je ne fais plus ça. Ça donne rien. C'est terrible. Faut que tu parles de ça avec des vraies personnes, en vrai. Puis là, Ouais. les gens sont toujours plus nuancés quand tu leur parles en vrai. Tout le temps, tout le temps. Mais ces médias sociaux, c'est terrible. Fait que Résonance parle un peu de ça. Puis c'est drôle parce que mon prochain roman va aussi parler... Mais ça va être humoristique, mon prochain roman. Horreur, thriller un peu, mais humoristique. Où que 12 personnes se retrouvent sur une île, ils doivent survivre entre eux, et il y a de tout là-dedans. Il y a des woke, il y a des vieux mononcles, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a une arabe, il y a un gay, il y a une féministe, il y a... Et comment tous ces gens-là cohabitent, et tout le monde a quelque chose à se reprocher. Personne n'est propre là-dedans complètement, personne n'est un salaud non plus, mais... Tout le monde passe au cash, finalement. Je veux montrer qu'il n'y a personne à l'abri de rien, finalement. Et je montre les travers un peu de tout le monde. Puis moi-même, là-dedans, il y a un gars qui est dans... J'ai 2 personnages qui sont de ma génération, là, dans la cinquantaine. Puis je les épargne pas non plus, là. Mais c'est avec de l'humour. Fait que j'ai hâte de voir comment le monde va prendre ça, parce que si quelqu'un me dit... S'il y a un noir qui dit « Hey, tu ris des noirs là-dedans? » Ben, je ris des blancs, je ris des arabes, je ris des gays, je ris de moi. Je ris de tout le monde. Ouais. Parce que tout le monde... Une société égalitaire, tout le monde va accepter de faire rire de soi. Pour moi, ça, c'est clair, clair, clair. Là. Il n'y a personne à l'abri de rien. Là, si ça devient du racisme, c'est autre chose. Mais on peut rire de tout. Et si on est vraiment égaux, on va accepter qu'on peut rire de tout. Pour moi, ça, il n'y a pas de chapelle sacrée qu'on ne peut pas toucher à ça. Il y a la manière de le faire, mais c'est pas vrai qu'il y a des choses intouchables, du monde, des cultures intouchables. C'est pas vrai, ça. L'humour, ça sert pas à ça. Là. L'humour, c'est quelque chose qui veut justement être un peu... On tente d'oublier qu'un des buts de l'humour, c'est d'aller à des places qu'on va pas normalement. Tu sais, d'être baveux en humour, c'est un des buts de l'humour, d'être baveux. Là. Tu sais, il s'agit de le faire intelligemment. Mais moi, quelqu'un me dit « Hey, cet humour-là, je le trouve choquant. » Ben, ça peut être un but. Ça peut être un but. Après ça, si l'humoriste... Il plante toujours la même culture, il plante toujours le même monde, il est toujours... Là, on peut s'interroger là, sur l'agenda de cet humoriste-là. Mais des humoristes brillants, ils ratissent large, ils tirent sur tout le monde, puis ils se tirent sur eux autres mêmes aussi. Moi, c'est ça qui est important. Faut que tu t'inclues là-dedans. Faut que tu ris de toi-même aussi. Si tu peux rire de toi-même beaucoup, 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 ça te donne bien des permissions après. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Ouais. Y a-t-il un moment donné dans tes livres que... Parce que je sais que tu es fait lire à ta blonde, entre autres. Oui. Tu as comme ton petit cercle là, intime de personnes. Deux chums qui me lisent, dont Olivier, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un t'a dit « je pense que là, tu es allé un peu trop loin. » Trop loin, dans quel sens? Sanglant ou trop loin tout court? Ouais, mettons, trop loin tout court, mettons. Ben... Olivier Sabino, pour ne pas le nommer, quand il a lu le manuscrit de Résonance, il y a 2-3 places qu'il a fait. Olivier, il est plus attentif à ça, là, à ce qui se passe dans le mouvement woke et tout ça. Puis, ben, je le suis aussi, mais il est un peu plus... Il montre plus de drapeaux jaunes, tu sais. Et là, t'es un peu baveux, là, avec les woke, là. T'es un peu généraliste, t'es un peu... J'ai oui, mais je fais exprès, gars, là, avec les vieux, là, je le suis en maudit aussi, là. Il dit « Ouais, c'est vrai. Mais il y a des woke qui n'aimeront pas ça, là. Il y a des jeunes qui aimeront ça. » Mais je dis « Olivier, ils n'aimeront pas ça. C'est tout. C'est tout. Comme il y a des vieux qui n'aimeront pas ça non plus, là, comment j'ai peint dans la Résonance, là. On peut pas ne pas faire quelque chose parce que certaines personnes n'aimeront pas ça. Moi, je veux pas faire de la littérature consensuelle. Je veux pas faire ça. Je veux faire quelque chose que je suis capable de justifier pourquoi. Quand Olivier me disait ça, c'est un peu baveux, je disais pourquoi, oh my God, ce que je fais, c'est ça, ce que je fais. Puis il disait, ouais, je comprends. Moi, je comprends. Mais il y a des gens qui ne comprendront pas ça, là. Mais c'est pas grave, ça, Olivier. C'est pas grave, là. Je veux dire, si tout le monde comprend, si on a fait quelque chose qu'on est sûr que tout le monde comprend, on fera pas grand-chose, là. Puis moi, je serais pas plus intelligent que mon lecteur, là. Je veux dire, si mon lecteur n'est pas assez... certains lecteurs, je veux dire, ben tant pis pour eux autres. Je veux dire, sinon, c'est du... c'est du nivellement par le bas, là. À un moment donné, il faut faire... Puis si on fait trop des choses simples à comprendre, ben à un moment donné, la complexité, la subtilité va disparaître. Fait que Olivier a enlevé le drapeau jaune une couple de fois dans Résonance. Mais j'expliquais pourquoi, puis il disait « Ouais, je comprends. » Je pense que le prochain, il va faire quelques sauts, là. Ouais. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il ne sera pas le seul, d'ailleurs. Okay. Mais
Puis écoute, cela dit, je suis ouvert. Moi, c'est mon prochain manuscrit, si je le fais lire, si ma blonde, René, Olivier, ça c'est les deux gars qui disent, mon éditeur, une couple d'autres personnes en qui j'ai confiance, s'ils me disent tout, ça, Patrick, cette scène-là, là, ça marche pas. Elle est raciste, là. C'est pas ça que tu veux faire, là, mais elle est vraiment raciste. Qu'on me démontre que ça l'est, je vais faire OK, vous avez raison. C'est moi qui a. Parce que je fais confiance, d'autres. Ouais, Vous n'êtes pas tous des curés intolérants, là, tu sais. Ouais. Je dis, il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé, puis je vais aller faire mes devoirs, tu sais. Mais en ce moment, je pense que je suis bien balancé dans tout ça. Okay. Mais là, j'ai hâte de le faire lire pour savoir si je me trompe ou pas. Et je vais l'avoir, cette ouverture-là. Okay. Mais en général, c'est pas arrivé qu'on m'a censuré, qu'on m'a dit, Patrick, mon éditeur, il me laisse faire ce que je veux, tant qu'il aime ça, tant qu'il trouve ça bon. Mais tu sais, il m'a jamais dit, tu peux pas dire tel mot dans le roman, tu peux pas faire telle affaire, tu peux pas, faudrait plus qu'il y ait d'agression sexuelle. Il m'a jamais passé cette commande-là, là, parce que je pense que quand je le fais, c'est pas gratuit, c'est pas pour rien, c'est pas pour le... C'est pas... Tu sais, je suis pas un bon écrivain, a toujours eu cette réflexion-là, là, de est-ce que ce que j'écris est à sa place ou pas, tu sais. Ouais. On y pense plus maintenant, puis c'est correct, mais j'ai pas attendu le mouvement woke me demander est-ce que je suis raciste? Cela dit, depuis une couple d'années, je pense à des choses que je pensais pas avant. Je me suis rendu compte que c'est vrai que mes personnages sont souvent des gars blancs hétérosexuels. C'est vrai. Comme la plupart des personnages d'écrivains blancs hétérosexuels, notre réflexe, c'est d'écrire sur ce qu'on est. Ben oui. Et là, les dernières années, je me suis dit, pourquoi pas ça soit une femme, tel personnage? Pourquoi pas mettre, il pourrait être gay, lui, pourquoi? Et j'ai des personnages secondaires, des fois, dans mes romans, que il va voir un médecin, ça peut être une femme, pourquoi c'est toujours un gars? Ou ça peut être un arabe, à Montréal, le médecin arabe, why not? Maghrébin, ou, alors qu'au début, c'était toujours blanc, gars... Je suis un produit de mon éducation moi-même, là, que je le veuille ou non, là, fait que j'avais ce réflexe-là. Là, je fais attention, même un personnage principal, à un moment donné, qui fait dans ceux de là-bas, il y a un gars qui aidait mon personnage principal à faire son enquête, puis à un moment donné, j'ai fait, il va être gay, tiens, why not? Puis on fait pas de cas de ça dans le roman, là. Il n'y a pas à un moment donné un chapitre, parlons de la réalité gay. C'est pas ça, là, mais il est gay, c'est tout. Alors, ça paraît par certaines choses dont il parle, des allusions qu'il fait, pas dans son comportement, pas dans ses gestes, mais dans la maison, j'ai un de mes chums gays, j'ai demandé, y a-tu tel groupe de musique ou tel artiste en ce moment, spectacle qui est très populaire dans le milieu gay pour son engagement. Il m'a nommé une couple de personnes, fait que j'ai réussi à glisser ça un peu. Mais c'est tout, là. Il n'y a pas de... L'histoire... Le personnage aurait été hétéro, ça aurait été la même maudite affaire. Ouais, je comprends. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est de ne pas en faire un cas. Il est gay. Ouais, c'est tout. C'est fini là. C'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que ça, c'est des réflexions que j'ai plus qu'avant. Et tant mieux. Évidemment, si mon roman se passe à Drummondville, c'est pas vrai que dans le cours d'école, les 6 petites filles qui jouent ensemble, il ne va pas avoir 2 blancs, un noir, un asiatique, un maghrébin, parce que Drummondville, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça la réalité. Fait qu'il ne faut pas cocher des cases non plus. Tu sais? Fait que c'est ça. Ça m'amène à avoir ces réflexions-là qui sont des bonnes réflexions. Moi, je suis content, comme écrivain, de m'ouvrir à ça. Je trouverais ça bête qu'un écrivain ou un artiste dise « Moi, je suis complètement insensible à ce qui se passe en ce moment. Je ne vais rien changer. » Mais voyons, tu dois être à l'écoute de ton époque, puis il y a plein de bonnes choses dans cette époque-là. Après ça, tu fais le ménage dans ce qui est exagéré, dans ce qui est too much. Mais il y a plein de bonnes choses là-dedans. Plein. Je veux dire, moi, je suis sûr que l'équilibre va se faire à un moment donné, puis que ça va... là, oui, il y a des excès, mais ces excès-là viennent toujours de choses qui, à la base, sont une bonne idée, qui, à la base, doivent évoluer. C'est qu'on dénonce beaucoup plus les agressions qu'avant. Il fallait faire ça. Il fallait que ça... Le mouvement MeToo, c'est un bon mouvement. Est-ce qu'il y a eu des délires, des dérapages? Absolument. Mais le mouvement lui-même se devait d'exister. Fait que c'est pour ça que, oui, en ce moment, c'est un peu fou. Des fois, on fait qu'est-ce que c'est exagéré. Mais de tous les mouvements sociaux, il y a toujours eu cette période d'ajustement qui est nécessaire et qui est humaine. Fait que, toi, normalement, je serais un gars très, très pessimiste, mais ça, souvent, je suis un des rares dans des gens qui je parle, ils font ça va empirer, ça va devenir de plus en plus délirant, de plus en plus... Je fais non, je pense pas, moi. Je pense pas. Parce que tu peux pas vivre dans l'ultra-vertu comme ça toute ta vie. À un moment donné, les gens vont avoir besoin de faire on peut-tu relaxer un peu, puis on va juste garder ce qui était bon de tout ça, puis ça va se faire assez naturellement, je crois. Je suis peut-être naïf, mais je pense que c'est ce qui va arriver. OK.
là, tu disais que les autres, ils te censurent pas tant, tu sais, à part Oli qui a peut-être passé un commentaire sur les puis c'est pas de autres. la censure, c'est une Non, réflexion. ouais, c'est Exact. ça, c'est ça. Est-ce que toi, des fois, quand tu es assis puis que tu te mets à écrire, est-ce que tu as cette réflexion-là de je suis pas sûre, là, je vais-tu trop loin? Ben oui, parce que dans la violence, c'est pas ce que je vais trop loin dans le sens que c'est acceptable. Est-ce que l'effet va fonctionner? Parce que la violence dans un roman ou dans un film, c'est toujours facile à en mettre plus que pas assez. C'est toujours facile d'en mettre plus. Facile de mettre plus de sang, faire plus de têtes coupées, faire plus de yeux crevés, faire plus de... Facile de faire ça. Mais trouver le bon équilibre pour que ce soit efficace, ça, c'est pas évident. Puis en général, quand je refais des versions de mes romans, la deuxième, troisième version, souvent j'en enlève un peu de cette violence extrême-là. Là, je pense pas que je vais le faire dans mon prochain roman parce qu'il n'est pas si violent que ça. Fait que je pense pas qu'il y a grand-chose à couper par rapport à cette violence-là. Il y a d'autres choses à travailler, ça l'a dit. Mais souvent, j'enlève, tu sais, dans Hell.com, la première version était plus violente que ça. Mais à un moment donné, tu te dis, c'est-tu nécessaire? Pas pour des raisons morales, pour des raisons de... C'est-tu nécessaire? Est-ce que ça va juste lasser le monde? Parce que ça dit trop de violence, ça me fait OK, Sénécal, tu veux nous en mettre plein la vue, là. Puis ça peut être un peu lassant. Fait que de trouver le bon dosage, donc c'est pas de la censure, c'est de trouver le bon dosage. Okay. Par rapport à des choses morales, ben moi, les romans que j'écris, j'ai beau parler de choses dark, j'ai beau parler de personnages, je veux écrire des romans responsables. Je veux être capable de défendre ce que j'écris. Alors, si je veux bien avoir des personnages racistes dans mon roman, je veux bien avoir des personnages misogynes, si ça se doit, je veux bien avoir des personnages, mais je veux pas que le roman soit misogyne, je veux pas que le roman soit homophobe, je veux pas que le roman soit pro-violence et tout ça. Alors, c'est à moi de manger pour que ça soit clair que je ne parle pas nécessairement de moi, je parle de personnages. Et ça, si je parle de personnages, je pense que tu peux aller assez loin là-dedans. Parce que ce n'est pas toi. Puis quelqu'un qui me dit, ton personnage, c'est un salaud, donc tu es salaud, cette adéquation-là ne marche pas, ne fonctionne pas. Tu ne peux en aucun cas associer le personnage à l'auteur ou à ses valeurs, sauf si à travers le personnage, tu sens que l'auteur est en train de parler de ses propres valeurs. Puis ça on le sent des fois. T'sais, on peut sentir que tu parles d'un salaud, mais tu sens que l'auteur a une sympathie ou son... Ça peut se sentir et ça, c'est embêtant. Alors moi, même si mes romans finissent souvent mal, que le mal triomphe ou des choses comme ça, je verrais mal comment quelqu'un pourrait soutenir que mes romans ça fait l'apologie de la violence et du mal, parce qu'en général, c'est assez tragique, en fait. Ce qui arrive dans mes personnages est présenté comme une tragédie. Je montre que la violence, parfois, triomphe, mais quand elle triomphe, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne idée. Non, c'est ça. Alors, je pense que à ce niveau-là, je suis responsable. Comme mon prochain roman, là, les blagues que je fais plus par rapport, justement, au racisme, à l'homophobie, des trucs comme ça, j'essaie de les doser pour dire, oui, ça peut être choquant, mais il faut que ça soit clair que je ris pas des gays ou des noirs ou des ci, je ris d'une situation qui montre que les gens peuvent être mal à l'aise vis-à-vis ça, ou je dénonce le racisme, qui viennent de dire quelque chose de raciste sans s'en rendre compte. Ouais. Une série comme The Office, la version britannique, excellait là-dedans. Il réussissait à faire des jokes terriblement homophobes et racistes, mais c'était clair qu'on dénonçait le personnage qui était raciste ou qui était homophobe. Faut que j'aie l'air de régler mon compte avec tout le monde. Y compris moi-même, y compris ma génération. Fait que c'est ça. Alors, c'est pas de la censure, c'est du dosage. C'est de la broderie. Puis ça, c'est le fun de faire ça. Ça, j'aime ça. Mais si je pourrais me censurer et me dire, fais pas cette joke-là, parce qu'il y en a qui vont trouver ça raciste. Mais moi, il y en a qui, là, ça, je m'en torche. Il y en a qui, là, je m'en fous. Parce que s'il y a une affaire que j'ai compris depuis longtemps, c'est que c'est pas tout le monde qui va aimer mes romans. Non. Fait que ça, je m'en torche. Puis si quelqu'un vient me dire, ouais, mais la communauté gay ou la communauté noire, c'est qui ça, la communauté gay? C'est qui ça, la communauté noire? C'est comme si je disais, moi, je représente la communauté blanche. Pas pantoute. Je ne représente aucune communauté. Est-ce que toutes les semaines, il y a un rendez-vous quelque part au Québec où que tous les Noirs vont faire une réunion? C'est ça, la communauté noire? Il n'y a pas une communauté ici. Il y a plusieurs communautés dans chaque groupe. Fait que moi, quand on me dit, Patrick, si en entrevue, on me dit, t'as pas peur de choquer la communauté noire? Je vais dire, c'est qui ça? C'est qui ça, la communauté noire? Puis je suis sûr qu'il y a bien des Noirs qui vont dire, effectivement, je me sens pas faire partie d'une communauté précise. Là. La communauté féministe, il y a tellement de genres de féminisme.
Ben oui. Puis la communauté blanche, j'espère qu'il n'y a pas juste une communauté blanche, parce qu'il y a un paquet de blancs avec qui je ne vais pas m'associer. Ouais. Fait que, il faut faire attention à ces termes-là. C'est pour ça que moi, je me dis, est-ce que je suis capable de défendre ce que je fais moi-même vis-à-vis ça? Est-ce que si on me dit, Patrick, cette blague-là est raciste, défends ça. Est-ce que je suis capable de la défendre, d'expliquer pourquoi elle ne l'est pas? Je pense que oui. C'est ça qui est important pour moi, d'être capable. Mais si on me dit, t'as choqué du monde, on va dire, ça se peut. Ça se peut. Très possible que je choque du monde. Moi, je pense que je choque du monde tout le temps, là. Mais si on me traite de raciste, on me traite d'homophobe, si on me traite de ci, de ça, ben, je vais être capable de répondre que pourquoi je pense que ça ne l'est pas. Oui. Je trouve ça difficile des fois parce que souvent, je trouve que c'est dit par des Blancs, mettons, qu'est-ce qui n'est pas correct pour les Noirs, exemple. Puis des fois, parce que nous, on a des amis on en a plein d'amis noirs, là. Fait que des fois, on prend la peine d'aller s'informer à ces amis-là. Puis ça, est-ce que ça te dérange? Est-ce que c'est... Puis ben non. Il y a même un de mes amis qui enseigne au privé, puis il avait fait lire il a dit, bon, je voyais le livre qu'on va lire, là, il y a le mot nègre dans le livre, là. Je vous préviens, puis c'est très multiculturel dans sa classe. Puis un des jeunes, un noir, qui a dit ça à sa mère, mais pour lui dire, hey, regarde, notre prof, il fait attention. Et la mère a appelé le prof, elle a dit, mais dites-le, monsieur, le mot. Dites-le. Il existe, ce mot-là. Là. Ben oui. Dites-le, là. S'il est dans votre livre, arrêtez, dites-le, là. C'est pas... Ça, on les entend pas, eux autres, à la radio et à la TV, par exemple. Cette opinion-là, on l'entend pas. À Fait part que elle, d'amis, cette madame-là, là, si elle entend un noir dire, la communauté noire est choquée quand... Elle va dire, ben, pas moi. Ouais. Denis Laferrière a tellement bien répondu Ben, à c'est ça. Là. Ouais, tout le monde en parle. Ben oui, Ouais. puis il a écrit une lettre, on va dire, voyons donc, on n'a pas fait la révolution pour s'écraser devant un mot. Quelle belle phrase. Et là, il y a malheureusement quelqu'un qui a répondu, ça peut être que Denis Laferrière aime plus les mots que ses semblables. Quel jugement terrible, quel procès d'intention. Fait que comme il n'est pas d'accord avec toi, automatiquement, c'est parce qu'il aime plus les mots que les noirs. Ouais. C'est terrible, là, cette espèce de tendance-là du crois ou meurs. Là. Sois d'accord ou t'es pas des nôtres. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y en a très peu. Et ça, c'est ce qui me fait le plus peur en ce moment. C'est ça que j'espère qu'il va se régler, comme je dis, dans les prochaines années. Et j'ai tendance à penser que oui. Il y en a qui pensent que non, mais moi, je pense que oui. C'est qu'en ce moment, c'est trop polarisé. C'est tout d'un bord ou tout de l'autre. Il n'y a plus moyen d'interroger. Il n'y a plus moyen d'avoir des positions entre les deux ou de questionner. La gauche ne veut plus être questionnée. Elle ne veut plus être questionnée. Comme la droite. La droite, moi, j'ai jamais aimé la droite parce qu'elle ne se questionne pas. La vraie droite, là, qui fait « c'est le même, c'est le même ». Mais là, il y a une certaine gauche qui est rendue aussi intransigeante que ça. Et je trouve que c'est la même rhétorique. Et je pense que c'est pas parce que cette absence de nuance-là, c'est pas parce qu'elle est à gauche qu'elle est plus est mieux. Non, c'est l'absence de nuance n'est pas bonne dans aucun des cas. Que ce soit pour la bonne cause ou la mauvaise cause, l'absence de nuance n'est jamais une bonne idée. Fait que moi, je trouve qu'en ce moment, on est un peu dans ces eaux extrêmes-là. Là, On avance dans le temps, Pat. Ben oui, hein? Mine de rien, je sais pas. Ben, c'est parce que là, je sais qu'il faut que tu partes à une heure précise. Fait que c'est ça, j'ai une question d'un fan pour toi. C'était, selon toi, ton livre, un de tes livres que t'aimes le plus versus celui que t'aimes le moins. Ben, mon livre préféré, c'est Le Vide. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est le roman dont je suis le plus fier. OK. Parce que j'ai tellement bûché sur ce roman-là. Oui. J'ai tellement travaillé. Puis c'était risqué. C'était un roman quand même que le monde aurait pu dire « Hey, on n'embarque pas là-dedans, c'est n'importe quoi, là, c'est too much comme idée. » Puis c'est un livre, je sais qu'il y en a qui m'ont dit, puis je l'avais prévu, que c'est un livre qui est quasiment un encouragement au suicide, alors que je persiste à dire que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a assez de stock là pour montrer que je ne montre pas que le suicide est une bonne idée, mais que ça peut devenir tentant pour certaines personnes quand on vit dans le vide, bon, etc. Mais je pense pas que le livre est une apologie du suicide. Moi, je pense pas ça. Mais bon, ça, c'est mon préféré. Puis que j'aime le moins, écoute, c'est un peu... C'est pas que je l'aime pas, mais mettons qu'on me met un gun sur la tête et qu'on me dit « Patrick, il y a un roman qu'il faut que tu détruises, là. » là. Je pense que ce serait Le Passager. Et ça, c'est très curieux parce que je sais que c'est mon roman qui me fait le plus connaître dans les écoles et tout ça. Fait que je dirais peut-être pas lui à cause de ça. Le gars de marketing en moi ferait « Non, garde Le Passager. » C'est ça. Les profs de secondaire le font lire puis ils marchent au bout. Mais c'est quand même, pour moi, de tous mes romans, c'est celui qui est le moins... C'est une idée qu'on a vue souvent maintenant, là. L'idée du double, là. Finalement, il n'existe pas. C'est quand même un punch qu'on a vu beaucoup,
Quand j'ai fait le roman, on l'avait moins vu, mais on l'avait quand même déjà vu. C'était déjà pas si nouveau, mais là, ça l'est vraiment plus. Fait que je pense que c'est un roman qui a mal vieilli jusqu'à un certain point. Mais je peux comprendre, cela dit, qu'au secondaire 3, 4, 5, quand tu n'as pas lu beaucoup dans ta vie, puis que même des fois, tu n'as jamais lu, puis tu lis ce roman-là, tu peux faire « Oh, wow, c'est bien cool comme roman. » Ça, je peux comprendre ça, puis que ça donne le goût. Mais tu sais, il y a des gens qui l'ont lu rendu à 30 ans, 35 ans, ils m'ont dit « Ouais, c'est le fun, mais bon, le punch, c'est quand même pas si nouveau. Hein. » En fait, si je pensais aujourd'hui à ce roman-là, je l'écrirais sans doute pas comme ça. J'ai trouvé un autre punch parce que je ferais « On l'a déjà vu. » Mais bon, je suis pas sûr que je détruirais Le Passager parce que c'est trop une belle carte de visite. Fait que le deuxième choix serait peut-être, je sais pas, peut-être Oniria. Qui est le fun, mais qui est très, très léger. Mais il est le fun. C'est un bon petit tour de montagne russe. Je suis contente que tu parles du vide parce que c'est quelque chose que je voulais aborder. Puis c'est ça, je voyais l'heure, puis je me disais qu'on n'avait pas tant le temps, mais c'est un des livres qui m'a... Tu sais, Alice, c'est sûr qui m'a marqué, mais Alice, c'est le contexte. Parce que je venais d'arriver à Verdun, c'était quelque chose de tellement dépaysant pour moi. J'ai toujours vécu j'étais bien dans une belle famille, tu sais, comme je te disais, une école de filles, de sœurs, tu sais. Puis là, j'arrive à Verdun, puis je parle pas du Verdun là, je parle de Verdun, il y a 20 ans. Que je rentrais chez nous le soir, je broyais, j'en revenais pas de voir des familles, parce que je travaillais avec le public, puis c'était des familles qui sentaient le pipi de chien, arriver avec leurs petits-enfants, puis l'odeur était terrible, fallait que je me recule parce que c'était incroyable. Puis c'est pas la seule famille, là, il y en avait plein. Puis Alice... Les Boutroffes à Verdun. Ça m'a tellement... Parce que j'étais là-dedans. Puis elle se retrouve dans un genre d'univers de même. Puis j'ai tellement relate à Alice. Mais le vide, c'est quelque chose qui m'a marqué plus psychologiquement. C'est ça. Puis je comprends que les gens... Parce que moi aussi, j'ai eu cette réflexion-là, puis je le sais que tu n'encourages aucunement le suicide. Ça, je le sais, je suis sûre à 100%. Mais je comprends quand même que... Tu sais, je me suis dit, hey, si quelqu'un, il y a un semblant d'idée noire, là, qui est en train de lire ça... J'y ai pensé à ça. J'y ai pensé, mais je peux pas... Mais non, je le sais. Tu peux pas écrire... Je le sais. Je serais pas dans un CHSLD, moi. Un CLSC, je sais, CHSLD. Je serais pas dans un CLSC, là. Moi, j'écris pas pour une clientèle. J'écris des romans que je pense que je peux défendre, mais après ça, j'ai pas le contrôle de qui va les lire. Je comprends. Mais oui, c'est sûr que je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est le roman que j'ai trouvé le plus difficile à lire, qu'il a fallu que je ferme complètement le livre puis que je fasse, tu sais, l'histoire du petit gars en Side. En Gaspésie, là. Que j'ai trouvé ça. Ça, c'est la scène la plus trash que j'ai écrite, là, la plus déshumanisante que j'ai écrite. Vraiment. Ouais. Puis même avec cette scène, tu sais, quand je te demandais tantôt, y a-tu un moment que tu t'es mis en doute ou tu sais, je vais-tu trop loin? Cette scène-là, ça... Cette scène-là, la seule affaire que je me suis posée comme question, c'est est-ce que c'est too much dans le sens que le monde va trouver ça niaiseux? C'était pas si c'est trop choquant. J'ai de la misère avec l'idée. Ouais. OK. Puis, bon, évidemment, l'agression sexuelle du petit gars, je me suis posé la question qu'est-ce que je montre pas? Ouais. Finalement, je montre presque rien, là. On entend des sons, mais on voit pas grand-chose. Parce que ça m'intéresse pas de décrire en détail des enfants se faire agresser sexuellement. Là. Ça m'intéresse pas de décrire des agressions sexuelles en détail, point. Peu importe sur qui, là. Puis j'ai pas fait ça souvent, là. Mais même mes romans dans lesquels il y a des filles qui se font agresser sexuellement, puis je pense que ça arrive dans 2 romans ou 3 sur une vingtaine, là. C'est quand même pas ma marque de commerce, là, de faire des romans où des femmes sont agressées sexuellement. Je ne vais pas dans les détails. Celle que je suis allé le plus loin, c'est dans hell.com, quand il se rappelle d'une aventure qu'il avait eue adolescent, puis que c'est pas un viol, mais c'est... En tout cas, c'est pas chic. Okay. C'est pas chic ce qu'ils font avec la fille. Puis un des 3 gars, oui, on peut dire que c'est un agresseur, clairement. Mais les 2 autres, en n'intervenant pas, on peut parler d'une forme de complicité quand même, n'ayons pas peur des mots. Celle-là, je suis allé un petit peu loin dans la description, mais c'était vraiment pour montrer comment le narrateur se sent, justement, puis qui fait « Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de... Est-ce que je deviens un salaud, là? Je suis un salaud, là? » Puis oui, c'est un salaud, on va se le dire, là. Puis il s'en rend compte, puis... il va y avoir une rédemption par rapport à ça. Fait que, mais c'est sûr que je me pose ces questions-là par rapport comme les meurtres de toute façon, pour savoir si ça devient lassant, puis l'autre pour savoir si ça devient complaisant. Je veux pas avoir l'air du gars que « Hey, t'as trippé hein, à décrire un viol, hein? T'as eu du fun, hein? Ouais. » Ça, asti, non. Je veux pas avoir l'air de ça. Je veux pas avoir l'air ah, t'as aimé ça, montrer un enfant se faire tuer? Je veux pas avoir l'air de ça. Alors, évidemment que je fais attention à ça. Et peut-être là, c'est pas de la censure, c'est juste d'être
d'avoir du jugement sur ce que tu écris, tu sais, mais c'est Mhm. pas pour des raisons. Le monde va trouver ça. C'est est-ce que moi, je peux OK. défendre ça? Comme je OK. disais, est-ce que je peux défendre cette scène-là? Est-ce que je suis capable de justifier pourquoi je suis allé aussi loin? C'est ça ma ligne de conduite. OK. Fait que on va, je pense, aller sur Patreon pour des petites questions en rafale Sur spéciales. Patreon? Il y a T'as une un compte section Patreon. Ah bon? OK. Puis c'est ça, c'est des petites questions super simples en Allons-y. rafale. Fait Parfait. qu'on va aller faire ça avant que tu quittes. Oui. Fait que merci beaucoup. Ben merci, Alex, c'était bien le fun. Ouais, ça fait Toujours le plaisir. fun, des discussions comme ça qu'on a le temps. Ouais. Très intéressant. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas ça être rushé Ben puis non, limité. c'est pas puis, ça, je te c'est comprends. ça. Ouais. Fait que bonne route. Merci. Puis on Merci. se recroise dans un salon du Oui, livre. mais oui, je te dois un film en plus. Fait que, C'est bon. Bye, Bye bye. merci.